Le 10 octobre 2025, une vanne se ferme et l'équilibre se fissure. En quelques heures, un même geste réduit de 30% l'eau sous contrôle étranger, tandis que les primes de risque s'étirent à l'échelle ouest-africaine. Que doit retenir concrètement le public qui associe Ibrahim Traoré à une souveraineté possible plutôt qu'à un sabotage présumé? Derrière l'acte technique, une frontière politique se rouvre, avec des coûts hydriques, économiques et symboliques immédiats. Ce texte propose une lecture méthodique d'un geste précis, sans célébration ni condamnation. L'objectif est clair. Comprendre le coût réel d'une souveraineté hydrique, au-delà des slogans et des réactions immédiates. En suivant strictement les faits du contenu source, l'analyse relie un acte unilatéral à ses effets hydriques, économiques et politiques, observables dès les premières heures. Le bénéfice pour le lecteur est simple: disposer de repères concrets pour distinguer symboles et mécanismes. L'enjeu dépasse la fermeture d'une vanne. Il touche et à la manière dont des systèmes hérités, souvent invisibles, organisent la dépendance quotidienne. Lorsque ces systèmes cessent de fonctionner, ce ne sont pas seulement des flux qui s'interrompent, mais des routines, des contrats et des anticipations. Le risque est alors double: surestimer la portée d'un geste politique ou, à l'inverse, sous-estimer les coûts immédiats qu'il impose. En adoptant une chronologie resserrée et des données vérifiables, le récit cherche à rendre lisible ce basculement. Il s'agit moins de trancher que d'identifier les mécanismes à l'œuvre: dépendance, rupture, adaptation et pression extérieure, sans jamais quitter le terrain des faits. Deux données s'imposent dès les premières heures. La première est immédiate. Les chiffres officiels confirment une réduction de 30% de l'approvisionnement en eau auparavant sous contrôle étranger. La seconde suit presque aussitôt. Les projections évoquent une contraction de 25 à 40% des bénéfices des entreprises internationales actives autour de la rivière Sahel. Rapprochées, ces valeurs forment un miroir brutal du geste du 10 octobre 2025. Un miroir que la décision associée à Ibrahim Traoré exposait nécessairement. Ce basculement chiffré ne surgit pourtant pas du néant. Le contenu source rappelle qu'en amont, la gestion hydrique reposait sur une architecture largement externalisée. Des infrastructures clés fonctionnaient grâce à des algorithmes propriétaires, des codes d'accès fermés et des serveurs situés hors du continent. Les paramètres de débit étaient ajustés à distance selon des impératifs d'optimisation rarement alignés sur les besoins réels des communes riveraines. Même les données climatiques, indispensables pour anticiper sécheresse et pics de demande, transitaient par ces systèmes verrouillés. Dans ce cadre, la fermeture de la vanne apparaît moins comme une rupture improvisée que comme l'aboutissement d'un inventaire prolongé. Des enquêtes discrètes, menées sur plusieurs années, avaient déjà mis en évidence une dépendance devenue structurelle. Le geste du 10 octobre agit alors comme un révélateur. Il coupe à la fois un flux physique et une chaîne informationnelle, interrompant la circulation de l'eau autant que celle des données. La chronologie resserrée accentue l'effet de choc. À l'aube, la vanne se ferme. À midi, les médias internationaux parlent de sabotage et les marchés ajustent leurs primes de risque. En fin d'après-midi, un prêt majeur est suspendu. Le soir, des rassemblements de soutien émergent à Ouagadougou. À l'extérieur, l'acte est lu comme une déstabilisation. À l'intérieur, comme une restitution attendue. C'est dans cet écart de lecture que s'installe la question centrale. Comment Ibrahim Traoré peut-il transformer une rupture mesurable en transition soutenable, sans nier les coûts immédiats révélés par ses premiers deltas? Pour rendre la décision lisible, le contenu source descend à hauteur d'acteurs ordinaires, là où une mesure nationale devient une contrainte quotidienne. La première scène se déroule à Ouagadougou, dans une station hydraulique longtemps administrée à distance.
Un ingénieur y découvre que l'installation, réputée intouchable, peut être reprise manuellement. En ouvrant des boîtiers scellés et des accès internes, son équipe identifie des paramètres de débit fixés selon des directives extérieures, sans prise en compte des besoins des communes riveraines. Ce n'est pas une panne, mais un réglage. Et ce réglage explique pourquoi la fermeture provoque un choc aussi net. Cette découverte produit un effet immédiat. La capacité locale à intervenir existe, mais elle a été neutralisée par l'organisation héritée. L'autonomie n'est donc pas créée ex nihilo, elle est réactivée sous contrainte. Dans les jours suivants, l'apprentissage s'accélère, tandis que la pression augmente, car chaque ajustement doit désormais compenser l'absence d'automatisation externe. La seconde scène se situe à Kaya, dans une exploitation agricole dépendante d'une irrigation semi-automatisée, fournie par une entreprise européenne. Après la coupure, le système s'arrête brutalement. L'agriculteur ne dispose d'aucune alternative prête à l'emploi. Il réunit alors des voisins, organise une rotation nocturne et rétablit un arrosage manuel. Le résultat reste fragile, mais plus de la moitié des plantations est préservée. L'effort est collectif, coûteux en temps et en énergie, mais il empêche l'effondrement immédiat. Ces trajectoires parallèles éclairent l'impact précoce de la décision. Le coût est réel, l'apprentissage aussi. La souveraineté se révèle compétence, pas déclaration. Avant l'aube du 10 octobre 2025, la rivière Sahel s'inscrit encore dans une normalité technique héritée. Les plics, les flux sont pilotés par des automatismes intégrés depuis des décennies aux routines hydriques, financières et administratives de la région. Les capteurs transmettent leurs données vers des serveurs extérieurs. Les ajustements de débit suivent des protocoles définis hors du territoire et la stabilité apparente masque une dépendance profonde. Puis, en quelques minutes, cette continuité se rompt, la vanne se ferme. Le système cesse de répondre. Le passage est net, presque clinique. Dans les premières heures, l'activation de la décision se traduit par une course contre le temps. Les équipes techniques arrivent sur site, souvent sous protection, pour sécuriser des infrastructures longtemps considérées comme inaccessibles. Les accès distants sont coupés. Les capteurs connectés à des serveurs étrangers cessent d'émettre. Avec la disparition soudaine des données, les opérateurs locaux perdent des repères accumulés sur plusieurs années. L'eau continue de couler par endroits, mais elle devient silencieuse, privée de ses instruments de pilotage. À mesure que la matinée avance, la séquence gagne en intensité. À midi, l'événement quitte le terrain pour envahir les écrans internationaux. Les les premières dépêches parlent de sabotage. Les analystes financiers réévaluent le risque politique. Les marchés ajustent leur position et les primes de risque augmentent sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Ce qui n'était au départ qu'un geste technique associé à Ibrahim Traoré bascule dans une lecture politique globale où l'incertitude devient un facteur central. L'après-midi marque le point culminant. Les institutions financières réagissent. Un prêt majeur est suspendu. Les assureurs revoient leur couverture. Les entreprises dépendantes des flux automatisés annoncent des ralentissements immédiats. La décision produit alors ses premières répliques économiques mesurables. L'activité industrielle se contracte. Les chaînes logistiques perdent en fluidité. Les partenaires extérieurs durcissent leur discours, transformant l'événement en signal de défiance. Dans les 48 heures suivantes, les ondes de choc se propagent. L'économie réelle encaisse l'impact. Les installations industrielles liées à la rivière réduisent leur fonctionnement d'environ 40%. Les exportations ralentissent, les coûts de financement augmentent, chaque réaction renforce la suivante, créant une dynamique cumulative où la pression extérieure se matérialise en contraintes financières concrètes. À l'intérieur du pays, pourtant, une dynamique différente s'installe. À Ouagadougou,
Des rassemblements émergent non pour protester, mais pour soutenir la décision. Des radios locales ouvrent leurs micros. Un récit intérieur se consolide, celui d'une restitution attendue. L'acte n'est plus perçu uniquement comme une rupture, mais comme une reprise de contrôle longtemps différée. Cette divergence de lectures accentue la polarisation entre l'extérieur et l'intérieur. Ainsi se déploie la séquence complète. Activation rapide, climax médiatique et financier, puis répliques économiques et sociales. Le geste initial ne s'éteint pas, il se transforme en processus. Et c'est dans cette transformation que la décision associée à Ibrahim Traoré cesse d'être un événement isolé pour devenir une trajectoire à piloter. Le premier indicateur chiffré s'impose dès l'intervention. Avant le 10 octobre 2025, près d'un tiers de l'eau destinée aux zones urbaines transitait par des infrastructures gérées depuis l'étranger. Après la fermeture, cette fraction chute immédiatement de 30%. Ce delta brutal ne décrit pas seulement une pénurie ponctuelle. Il révèle une dépendance intégrée aux routines quotidiennes de distribution, des capteurs aux décisions de répartition. Autrement dit, la baisse mesure l'ampleur d'un contrôle externe devenu structurel. Pour Ibrahim Traoré, ce chiffre fonctionne comme une balise. Il indique la profondeur du chantier à reprendre et non une anomalie isolée à corriger rapidement. Ce premier delta appelle une précision technique essentielle. La fermeture n'interrompt pas uniquement un flux d'eau, elle coupe une chaîne informationnelle. Les systèmes automatisés reposaient sur des données transmises vers des serveurs situés hors du continent. Lorsque ces transmissions cessent, les opérateurs locaux perdent à la fois le pilotage en temps réel et les historiques nécessaires à l'anticipation. La rareté immédiate résulte donc autant de l'arrêt des données que de celui du débit. Cette distinction éclaire le débat public. La contrainte ne vient pas d'une incapacité physique totale, mais d'une architecture de gestion rendue inopérante en quelques heures. Un second repère quantifié apparaît presque simultanément. Les projections évoquent une contraction de 25 à 40% des bénéfices des entreprises étrangères opérant autour de la rivière Sahel. Cette fourchette large n'est pas un détail statistique. Elle traduit des vulnérabilités différenciées selon les secteurs. L'agro-industrie est la plus exposée, suivie par la logistique hydraulique, puis par des unités industrielles dépendantes de systèmes de refroidissement automatisés. Ce chiffre explique la rapidité de la réaction extérieure. Lorsque les pertes deviennent transnationales, elles se transforment en pression diplomatique, en suspension de financement et en menace de sanctions. Le delta ne mesure pas seulement un manque à gagner, il décrit un levier politique activé par la rupture. La lecture conjointe de ces deux mesures éclaire un mécanisme central. Si la perte était strictement interne, elle serait absorbée comme une crise nationale. Son ampleur externe la convertit en signal d'instabilité régionale. Le contenu source relie explicitement cette contraction de bénéfices à la suspension d'un prêt majeur et à l'élévation du risque perçu sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. La décision associée à Ibrahim Traoré cesse alors d'être évaluée uniquement sur ses effets locaux. Elle est jugée à l'aune des modèles économiques qu'elle perturbe. Un troisième chiffre, plus discret, complète le tableau. Malgré l'interruption des systèmes automatisés, les zones rurales parviennent à stabiliser environ 70% de la production agricole. Ce maintien relatif ne découle pas d'une technologie équivalente de substitution, mais d'ajustements communautaires rapides. Tours d'eau, rotation nocturne, réparations artisanales et solutions énergétiques locales amortissent le choc. Cette résilience n'était pas intégrée dans les modèles d'anticipation externe, ce qui explique l'écart entre certaines prévisions d'effondrement et la réalité observée sur le terrain. Pris ensemble, ces trois deltas dessinent une transition en équilibre instable. La perte est immédiate et mesurable. La pression extérieure
est réelle, mais une capacité d'adaptation existe. L'enjeu n'est plus de nier les chiffres, mais de les piloter. Ils indiquent ce qui a été perdu, ce qui tient encore et ce qui peut être reconstruit sans illusion de confort, à condition d'accepter le rythme imposé par les faits. Depuis la fermeture de la rivière Sahel, deux lectures solides, presque irréconciliables, s'affrontent dans l'espace public et expert. La première, portée par plusieurs institutions financières et analystes internationaux, considère la décision comme une prise de risque excessive. Leur raisonnement est cohérent. En interrompant brutalement des infrastructures hydriques intégrées aux chaînes urbaines et industrielles, l'État crée un choc qu'aucune alternative technique immédiate ne peut totalement compenser. Les éléments avancés s'appuient sur les faits du contenu source. Suspension d'un prêt majeur, réduction d'environ 40% de l'activité industrielle et renchérissement rapide du financement. Dans cette lecture, l'acte associé à Ibrahim Traoré enclenche une séquence prévisible menant à des pénuries prolongées et à un isolement diplomatique graduel. La seconde lecture, défendue par une partie du monde académique africain et par de nombreux acteurs burkinabés, part d'un diagnostic différent. Elle affirme que la décision était non seulement légitime, mais inévitable. Son point d'ancrage est structurel plutôt que conjoncturel. Le contenu source rappelle que la gestion de la rivière reposait depuis des décennies sur des contrats opaques, des algorithmes propriétaires et des données hébergées hors du continent. La stabilité apparente masquait une dépendance profonde. Les partisans de cette analyse soulignent un indicateur matériel précis. La contraction de 25 à 40% des bénéfices des entreprises étrangères après la fermeture révèle que le système servait aussi des modèles économiques externes, parfois au détriment des besoins locaux. L'arbitrage analytique le plus rigoureux ne consiste pas à choisir un camp, mais à tenir ensemble ces deux raisonnements. Oui, la baisse immédiate de 30% de l'approvisionnement impose des rationnements et une pression sociale réelle. Oui, la réponse financière et diplomatique pèse lourdement, mais le maintien d'environ 70% de la production agricole grâce aux ajustements communautaires introduit une nuance décisive. La transition ne se réduit pas à un effondrement mécanique. Reconnaître simultanément le risque élevé et l'autonomie en construction permet de déplacer le débat. La fermeture expose le pays, mais elle rend visible ce qui était auparavant enfoui. La question devient méthodologique. Comment piloter cette tension sans basculer d'un excès de dépendance à un excès de rupture lorsque les marges de manœuvre sont étroites et les coûts immédiats incontestables? Au cœur de la crise, un constat inattendu émerge des audits techniques menés après la fermeture. Plusieurs stations hydrauliques, longtemps présentées comme dépendantes d'interfaces étrangères, redeviennent opérationnelles après une reconfiguration manuelle. Le contenu source insiste sur ce point précis. Ce qui semblait impossible relevait moins d'une contrainte physique que d'un verrou organisationnel. Des algorithmes propriétaires bloquaient l'accès, mais les infrastructures, elles, restaient fonctionnelles. Ce pivot modifie la lecture dominante. La fermeture n'est plus seulement un acte de rupture, elle devient une phase d'apprentissage accéléré. Les ingénieurs nationaux reconstruisent des chaînes de pilotage simplifiées, sans automatisation lourde, mais avec un contrôle direct. Les données ne circulent plus comme avant. Pourtant, des relevés locaux, plus rudimentaires, suffisent à stabiliser certains flux essentiels. La transition cesse alors d'être uniquement défensive. Elle devient partiellement opérante. Ce déplacement a un effet politique immédiat. Pour Ibrahim Traoré, la découverte agit comme une validation partielle du pari initial. Elle ne supprime ni les pénuries ni la pression extérieure,
mais elles démontrent qu'un fonctionnement alternatif peut exister hors des schémas hérités. Le débat change de nature. Il ne porte plus seulement sur le coût du choc, mais sur la capacité à transformer ce choc en méthode durable. À ce stade, la crise n'annonce plus seulement une menace. Elle ouvre un champ d'action mesurable, encore fragile, mais désormais fondé sur des preuves concrètes plutôt que sur des hypothèses abstraites. Les effets de la fermeture de la rivière Sahel se déploient désormais selon 4 lignes distinctes, chacune révélant une facette spécifique de la recomposition engagée depuis le 10 octobre 2025. À ce stade, la décision associée à Ibrahim Traoré n'est plus un événement isolé. Elle devient une série d'ajustements observables portés par des acteurs différents, avec des coûts et des gains inégalement répartis. Pour l'État et les services publics, l'impact est immédiat et structurel. Les administrations doivent opérer sans les systèmes automatisés hérités. Les audits techniques mettent au jour des infrastructures verrouillées depuis des décennies, obligeant à reconstruire une chaîne hydraulique nationale avec des moyens limités. Les rationnements urbains deviennent une routine de crise, tout comme la réaffectation de techniciens vers des stations jugées prioritaires. Le delta initial de 30% agit ici comme un révélateur. La dépendance externe structurait la distribution quotidienne. En parallèle, la remise en fonctionnement manuel de certaines installations accélère la montée en compétences locales, mais sur une ligne institutionnelle étroite où chaque erreur a un coût politique. Pour les entreprises et l'activité économique, le choc est plus abrupt. Les secteurs industriels dépendants de flux hydriques automatisés réduisent leur activité d'environ 40%. Les exportations ralentissent, les projets d'investissement sont suspendus et certaines entreprises se retirent. La contraction de 25 à 40% des bénéfices des acteurs étrangers confirme une rupture durable des modèles économiques liés à la rivière. Pourtant, une dynamique inverse apparaît en marge. Ateliers de réparation locaux, solutions énergétiques décentralisées et remise en service d'anciennes pompes. L'économie se fragmente entre pertes nettes et substitutions improvisées, sans équilibre immédiat. Du côté des foyers et des routines quotidiennes, la transition se vit dans les gestes. Les familles adaptent leurs horaires, organisent des tours de distribution et stockent l'eau à l'aube. Les, les quartiers urbains ressentent plus fortement la pénurie que certaines zones rurales habituées à une gestion collective. Le contenu source souligne un déplacement psychologique notable. La ressource n'est plus perçue comme administrée à distance. Même lorsque l'effort est lourd, la décision portée par Ibrahim Traoré est souvent racontée comme une réappropriation plutôt que comme une simple privation. À l'échelle régionale, enfin, la fermeture agit comme un précédent politique. Le Mali et le Niger expriment leur soutien et évoquent une coopération hydrologique renforcée. D'autres gouvernements restent prudents, craignant une extension du modèle. Les partenaires européens accentuent les pressions diplomatiques et financières. L'acte polarise l'espace ouest-africain, il inspire certains, inquiète d'autres et reconfigure les équilibres existants. Pris ensemble, ces 4 effets dessinent une réalité complexe. La fermeture produit des coûts tangibles, mais elle redéfinit aussi des rapports de force. La question centrale n'est plus celle du choc initial, mais celle de la trajectoire collective qu'il impose à moyen terme. À partir des tendances observables depuis la fermeture de la rivière Sahel, 3 trajectoires plausibles se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois. Elles ne cherchent pas à prédire l'avenir, mais à organiser les mécanismes déjà visibles dans le contenu source. L'enjeu n'est donc pas de savoir ce qui va arriver, mais quel enchaînement dominera si certaines conditions persistent. Dans ce cadre, l'action associée à Ibrahim Traoré est jugée moins sur l'acte initial que sur la capacité à piloter les deltas révélés.
La première trajectoire peut être décrite comme une stabilisation sous contrainte. Si les audits techniques se poursuivent et que les reconfigurations manuelles se multiplient, un fonctionnement minimal peut être consolidé sans retour à l'automatisation externe. Les rationnements demeurent intermittents, surtout en zone urbaine, car la perte initiale de 30% a exposé une dépendance structurelle difficile à résorber rapidement. À l'extérieur, si la pression financière ne s'aggrave pas, elle reste suffisamment forte pour limiter les marges budgétaires. La transition progresse lentement, sans basculement décisif. La deuxième trajectoire, plus dynamique, repose sur un effet de catalyse régionale. Si les appuis exprimés par le Mali et le Niger se traduisent par une coopération technique formalisée, l'apprentissage s'accélère. L'échange de compétences, la formation d'ingénieurs et la mutualisation de solutions simples renforcent l'autonomie opérationnelle. Les stations auparavant verrouillées continuent d'être rendues fonctionnelles sans interface étrangère. Dans ce scénario, la souveraineté hydrique cesse d'être un symbole pour devenir un cadre de travail quotidien. Les tensions diplomatiques persistent, mais leur impact économique se réduit progressivement. La troisième trajectoire est plus sombre. Si les rationnements se prolongent et que les pressions externes s'additionnent aux fragilités internes, la fatigue sociale s'installe. Les dispositifs communautaires d'adaptation s'épuisent. Les pannes se multiplient sur des infrastructures encore instables. L'augmentation durable des coûts de l'énergie et du carburant pèse sur les ménages, tandis que l'isolement financier devient un risque concret. Dans ce cas, la rupture initiale cesse d'être transitoire et s'installe comme une contrainte prolongée. Une règle de lecture s'impose alors. Dans une transition, la vitesse n'est pas la direction. Ce sont l'ajustement continu et l'apprentissage qui dessinent la trajectoire. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu central devient de transformer un choc en processus pilotable, sans accélérer au point de rompre des équilibres sociaux déjà fragiles. Au-delà des chiffres et des scénarios, la fermeture de la rivière Sahel se transforme en expérience vécue pour des groupes sociaux distincts. Le contenu source insiste sur cette dimension discrète mais structurante. Une décision d'État n'existe réellement que lorsqu'elle modifie des routines ordinaires, parfois jusqu'à l'épuisement. C'est à ce niveau que le lecteur peut mesurer la portée concrète de la transition. Pour les foyers urbains, l'impact se traduit d'abord en temps et en vigilance. Se lever plus tôt pour constituer des réserves, organiser des tours de distribution entre voisins, surveiller la consommation quotidienne. Ces ajustements imposent une tension constante, mais ils produisent aussi des formes nouvelles de coordination locale. L'eau cesse d'être un service abstrait. Elle devient un bien géré collectivement. Cette contrainte peut nourrir une fierté silencieuse ou, au contraire, une inquiétude durable face à la longueur de l'effort. Dans les zones rurales, l'adaptation prend une forme plus active. Agriculteurs, mécaniciens et techniciens improvisés transforment la contrainte en action. Des pompes abandonnées sont remises en service, des canaux sont recreusés à la main, des solutions énergétiques simples alimentent des puits communautaires. Ces initiatives ne compensent pas entièrement la perte des systèmes automatisés, mais elles redonnent une capacité d'agir. Le problème n'est plus seulement subi, il est pris en charge. Un troisième registre apparaît, plus symbolique. Enseignants, artistes et animateurs communautaires réinterprètent l'événement. La rivière devient un repère collectif et la souveraineté cesse d'être un concept abstrait pour s'ancrer dans des récits partagés. Pour le lecteur, cette dimension rappelle que les transitions techniques redéfinissent aussi les manières de se projeter. À ce croisement, une idée s'impose. Lorsque la gestion d'une ressource change de main, la façon de se penser soi-même change aussi.
La transition n'est pas seulement technique ou politique, elle transforme des attentes, à un rythme souvent plus lent que les décisions officielles. Pour que la fermeture de la rivière Sahel devienne autre chose qu'un choc prolongé, le contenu source esquisse une trajectoire progressive, mesurable et vérifiable. L'enjeu n'est plus d'expliquer le geste initial, mais de le transformer en méthode. À ce stade, Ibrahim Traoré est confronté à une exigence centrale: piloter la transition avec des étapes claires, des acteurs identifiables et des indicateurs suivis dans le temps. La première étape consiste à sécuriser et cartographier les infrastructures. Des équipes d'ingénieurs nationaux, appuyées par des unités de protection, procèdent à un audit station par station. L'objectif est d'identifier les dispositifs encore verrouillés par des codes étrangers et de documenter ceux qui peuvent être reconfigurés localement. Le critère de suivi est simple: le nombre d'installations redevenues opérables sans interface externe. La deuxième étape porte sur la montée en compétences. Universités, centres techniques et administrations déploient des formations accélérées en hydrologie, en automatisation simple et en gestion locale des données. Le contenu source insiste sur ce point: sans capital humain, aucune souveraineté technique ne peut durer. Les progrès se mesurent par des cohortes formées et par leur intégration effective dans les équipes opérationnelles. Une troisième étape vise la coordination régionale. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger amorcent un cadre de coopération autour du partage d'expertise et de plans d'urgence hydrique. Si cette coordination se formalise, la transition gagne en résilience. Les indicateurs deviennent alors institutionnels: protocoles signés, exercices conjoints et mécanismes d'alerte partagés. Enfin, une étape transversale s'impose: la transparence. Publication régulière des volumes distribués, des décisions de gestion et des ajustements opérés. Dans cette logique, la souveraineté ne se proclame pas, elle se vérifie. Pour Ibrahim Traoré, la crédibilité future se jouera moins dans le symbole que dans la capacité à mesurer, corriger et rendre compte, étape après étape. Sur les rives redevenues calmes, les premières scènes reviennent comme une mémoire active. L'ingénieur de Ouagadougou, celui qui avait découvert des paramètres dictés de l'extérieur, observe désormais une station qui fonctionne sous contrôle local, même si tout reste fragile et imparfait. L'agriculteur de Kaya, qui avait improvisé des rotations nocturnes pour sauver ses cultures, regarde des canaux remaniés collectivement, à la main, pour tenir jusqu'à la prochaine saison. Ces figures ne racontent pas une victoire nette. Elles racontent une transformation lente, exigeante, parfois épuisante. Le contenu source insiste sur cette bascule discrète. La crise n'est plus seulement un risque d'effondrement, elle devient un apprentissage continu. Les gestes techniques se doublent de gestes sociaux. Les compétences se reconstruisent au même rythme que la confiance. Ce mouvement est inégal, souvent inconfortable, mais il est désormais lisible dans des pratiques concrètes plutôt que dans des déclarations. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un protagoniste isolé que comme un catalyseur. Son geste initial n'achève rien. Il déclenche un processus qui dépasse sa personne et engage une pluralité d'acteurs, du technicien au villageois. Le récit change alors de registre, du symbole à la pratique, du choc à la preuve. Une phrase s'impose comme un fil rouge simple et exigeant: la souveraineté se construit goutte après goutte. Au terme de ce parcours, la rivière Sahel n'apparaît plus seulement comme un cours d'eau ou une infrastructure stratégique. Elle devient un repère collectif, parce qu'elle condense une idée exigeante: une souveraineté ne se décrète pas, elle se pratique, souvent dans l'inconfort, parfois dans la fatigue, toujours dans la durée. Le contenu source montre comment une décision politique, associée à Ibrahim Traoré, se transforme en une succession de choix concrets,
porté par des institutions, des communautés et des individus ordinaires. Ce récit n'invite pas à choisir un camp en une formule rapide. Il invite à préciser les critères du jugement. Quel coût une société accepte-t-elle dans une phase de transition? Quelles données doivent être rendues publiques pour évaluer la soutenabilité d'une rupture? À partir de quel seuil la contrainte devient-elle un levier d'apprentissage plutôt qu'un facteur d'épuisement collectif? Prolonger la discussion, c'est déplacer le regard. Certains verront d'abord la vulnérabilité urbaine, d'autres la résilience rurale, le choc économique ou le précédent régional. Chaque lecture éclaire une facette différente du même processus. La question finale reste volontairement ouverte et elle s'adresse à chacun. Comment mesurer une souveraineté si ce n'est dans la vie quotidienne, goutte après goutte?